Les mots m'ont frappé avant que leur sens ne le fasse. Malice, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. La voix de mon père a traversé la salle à manger avec la même précision froide qu'il utilisait dans ses plaidoiries finales. Le lustre en cristal au-dessus semblait s'assombrir. Ou peut-être était-ce simplement ma vision qui se rétrécissait. J'ai senti mes doigts se resserrer autour du pied de mon verre à vin jusqu'à ce que le fragile bol menace de se briser. Le bavardage autour de la table s'est éteint instantanément. Les fourchettes se sont figées en l'air. Le sourire parfaitement peint de ma sœur. Lauren a vacillé. Mon frère Bryce a soudain trouvé son assiette fascinante. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi, certain confus, la plupart sachant qu'ils attendaient cela. Mon père se tenait à la tête de la table, les mains encore levées avec son toast inachevé, me regardant comme si j'étais une motion de rejet qui venait d'être accordée. L'invitation formelle, la présence exigée, la carte de placement à l'extrémité opposée près de tante Marlène, qui pensait que Jonah était mon chauffeur. Tout avait été orchestré pour ce moment précis, une exécution publique déguisée en célébration familiale. Mon nom est Malice. J'ai 34 ans et je suis directrice d'édition. C'est l'histoire de comment j'ai arrêté de mendier une place à une table qui n'a jamais été destinée pour moi. Je me suis levée parce que quoi d'autre pouvais-je faire? Mon napkin a glissé de mes genoux sur le sol, mais je ne me suis pas penchée pour le ramasser. Mes mains étaient engourdies, ma gorge serrée, mais je ne pleurais pas. Pas encore. J'avais appris il y a longtemps comment avaler la honte devant la famille Harper. C'était pratiquement une compétence de survie. Puis la chaise de Jonah a raclé contre le plancher en bois dur. Mon mari s'est levé à côté de moi, et il y avait quelque chose dans sa posture que j'avais rarement vu. Une tension contenue qui a fait que chaque personne dans la pièce s'est soudain redressée. Il ne me regardait pas, il regardait directement mon père avec le genre de regard fixe qui rendait les investisseurs en entreprise mal à l'aise lors des négociations. « J'aimerais porter un toast », a dit Jonah calmement. La mâchoire de mon père s'est crispée. « Ce n'est pas ta place. »« C'est discutable », a répondu Jonah, en levant son verre. Mais ce soir, je suis le seul à agir comme un membre de la famille. La pièce a retenu son souffle. J'ai senti quelque chose changer en moi, pas seulement du soulagement que quelqu'un me défende, mais quelque chose de plus tranchant, de la colère. Claire, concentrée, on retard, parce que ce moment n'avait pas commencé ce soir. Il avait commencé il y a 34 ans quand je suis née le mauvais type de Harper, le genre qui aimait les histoires plus que les portefeuilles d'action, qui choisissait les mots plutôt que les litiges, qui mesurait le succès en vie touchée plutôt qu'en titre gagné. Mon père, Gerald Harper, était un associé en litige qui avait bâti sa carrière en détruisant les arguments des avocats adverses avec une précision chirurgicale à la maison. Il appliquait les mêmes normes impitoyables. L'amour n'était pas donné. Il était gagné par des réalisations qui répondaient exactement à ses spécifications. Mes frères et sœurs avaient appris à performer. J'avais appris à disparaître. Bryce, l'aîné, était devenu tout ce que papa voulait. Athlète universitaire, honneurs en école de droit. Maintenant, en train de grimper les échelons dans l'ancien cabinet de papa, Lauren s'était tournée vers la chirurgie cardio-thoracique parce que bien sûr elle l'avait fait. Leur succès était célébré avec du champagne et des discours lors de rassemblements comme celui-ci. Les miens étaient tolérés quand ils ne pouvaient pas être ignorés. J'avais 8 ans quand j'ai gagné mon premier concours d'écriture. Je lui ai tendu le certificat avec des mains tremblantes, désespéré pour un simple éclat de fierté. Il y a jeté un coup d'œil et a dit « L'écriture ne paye pas les factures ». C'était tout, pas de félicitations, pas d'affichage sur le frigo comme le faisaient les autres parents. Juste un rappel que j'avais choisi mal, que j'étais mal, que je serais toujours mal à ses yeux. Quand j'ai changé ma majeure de commerce à littérature anglaise en première année, il a coupé entièrement mon financement universitaire. Si tu vas chasser des rêves, fais-le avec ton propre argent. J'ai travaillé 2 emplois, pris des prêts, diplômé avec honneur. Cela n'a rien changé. J'ai passé mes 20 ans à essayer de gagner ce qui aurait dû être donné librement. Je me suis rapetissée pour m'intégrer dans des conversations sur des affaires judiciaires et des procédures médicales. J'ai ri à des blagues qui n'étaient pas drôles. Je me suis présentée à des rassemblements où j'étais traitée comme un fantôme, même quand j'étais juste là. Puis j'ai rencontré Jonah dans une librairie un mardi pluvieux. Et pour la première fois, quelqu'un m'a vu sans me demander de changer. Il comparait les résumés de livres avec le sérieux de quelqu'un choisissant une philosophie de vie
Quand il m'a surprise à sourire de son intensité, il m'a souri en retour et m'a offert d'acheter du thé. Cet après-midi s'est transformé en 3 heures de conversation où il a réellement écouté, pas pour juger, mais parce qu'il était sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Jonah ne venait pas d'argent ou de prestige. Son père était un électricien syndical. Sa mère, une enseignante d'art dans une école publique. Ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours appartenu à eux. Quand nous nous sommes mariés 1 an plus tard, mon père a dit qu'il était occupé ce week-end. Il n'est pas venu. Mes frères et sœurs ont envoyé des textos superficiels, mais la mère de Jonah a pleuré des larmes de joie et son père m'a appelé famille. Et j'ai réalisé que c'était ce que ressemblait l'amour réel. Non compliqué, inconditionnel, donné librement. Donc quand l'invitation ivoire est arrivée il y a 3 semaines, carton épais avec le monogramme de papa et feuille d'or, je savais que je devrais la jeter. Célébration familiale, Harper. Famille immédiate, tenue formelle. Pas d'explication de ce que nous célébrions. Pas de note chaleureuse, juste un ordre de performance. Tu n'as pas à y aller, a dit Jonah doucement quand il m'a trouvé en train de la fixer. Je sais, ai-je répondu, mais une partie pathétique de moi espérait encore. Peut-être que papa s'adoucissait, peut-être qu'il me verrait enfin. J'ai acheté une robe en satin vert foncé, fait coiffer mes cheveux, répété des choses polies à dire dans la voiture en route. Quand nous sommes arrivés à la maison de papa, celle qui était celle de mes parents, avant que maman ne meure, personne ne nous a accueillis à la porte. À l'intérieur, un jazz doux jouait, Lorraine tenait court en soie rouge près de la cheminée. Bryce riait avec les collègues de papa du cabinet. Il me regardait comme si j'étais un meuble. Parler mais pas incluse. Tolérée mais pas bienvenue. Les cartes de placement au dîner racontaient la vraie histoire. Papa à la tête, Lauren à sa droite, Bryce à sa gauche, Jonah et moi à l'extrémité opposée à côté de tante Marlene, qui a passé le dîner à mettre de la purée de pommes de terre sur sa serviette et à demander si Jonah était mon chauffeur. J'ai regardé papa rire avec mes frères et sœurs, porter un toast à leur réalisation, parler animément de leur carrière. J'étais assise à 9 mètres de là et je me sentais comme si je regardais à travers une vitre. Chaque minute confirmait ce que je savais déjà, mais que je continuais à nier. Je ne serais jamais assez pour lui parce que je n'avais jamais voulu être ce qu'il exigeait. Puis est venu le toast, celui où il a loué le leadership de Bryce et la précision chirurgicale de Lorraine, où il a parlé de ceux qui choisissent des chemins différents en me regardant directement, où il a souri ce sourire froid de litige et a dit les mots qui changeraient tout. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant. Jonah levait son verre et le visage de mon père était devenu rigide. À la femme que tu viens d'essayer de rejeter, a dit Jonah, sa voix coupant clairement à travers le silence. Ma femme, Melissa. Il s'est légèrement tourné vers moi, puis de nouveau vers papa. Tu dis que ce soir est pour les gens qui comptent. Laisse-moi te dire qui compte. Melissa a construit sa vie sans filet de sécurité après que tu l'as coupée. Elle a travaillé 2 emplois tout en finissant son diplôme. Elle a lancé sa propre collection et donné à des dizaines d'auteurs leur première chance. Des vétérans, des immigrants, des adolescents qui n'avaient jamais vu eux-mêmes dans un livre avant. Elle a été présentée dans des festivals littéraires dont tu n'as probablement jamais entendu parler parce que tu n'as jamais demandé. Les jointures de papa sont devenues blanches sur son verre à vin, mais rien de tout cela ne compte pour toi. A continué Jonah. Parce que tu ne mesures pas le succès en impact, tu le mesures en statut et en contrôle. Et quand Melissa a refusé de se conformer, tu ne l'as pas juste rejeté, tu l'as effacé publiquement exprès. Il a regardé autour de la table, pour le reste d'entre vous. Si cela semble gênant, ça devrait l'être. Vous avez regardé un père humilier sa fille devant tout le monde, et vous n'avez rien dit. Certains d'entre vous ont souri. Le silence était absolu. Mon cousin ne pouvait pas croiser mon regard. Le visage de Lauren était devenu pâle. Puis Jonah m'a regardé, son expression s'adoucissant. Mais voici ce qui compte. Melissa, je te vois, je t'ai toujours vue, pas comme la fille qui a échoué la liste de contrôle de quelqu'un d'autre, mais comme la femme qui a eu le courage de se définir elle-même. Quelque chose s'est brisé en moi, pas de la douleur cette fois, de la reconnaissance. Jonah s'est tourné de nouveau vers papa. Tu lui as dit de partir. Bien, nous partirons tous les deux. Il a posé son verre doucement. Mais ne confonds plus jamais ton silence avec de l'autorité. Tu peux contrôler cette maison et dominer cette famille, mais tu n'as pas le droit de dicter sa valeur. Il a pris ma main, stable, certain, chaude. Et c'est alors que j'ai réalisé que je ne partais pas dans la honte. Je m'éloignais de gens qui ne me verraient jamais. Il y a une différence. Mais je n'avais pas fini. J'ai doucement retiré ma main de celle de Jonah et me suis tournée pour faire face à mon père. Ma voix m'a surprise par sa stabilité. Sais-tu ce qui est drôle? Papa, ai-je dit?
J'ai passé 34 ans à penser que quelque chose n'allait pas chez moi, que si je travaillais plus dur, accomplissais plus, devenais quelqu'un de différent. Tu m'aimerais enfin. J'ai regardé autour de la table, mais ce soir m'a fait réaliser que tu ne peux pas aimer ce que tu ne respectes pas. Et tu n'as jamais respecté quoi que ce soit qui ne ressemblait pas exactement à toi. Le visage de mon père est resté impassible, mais j'ai vu sa mâchoire travailler. Bryce, ai-je dit, en me tournant vers mon frère, combien de fois as-tu utilisé mon analyse marketing pour tes présentations? 3, 4. Tu ne m'as jamais crédité. Tu as juste pris le travail et recueilli les louanges. Le visage de Bryce est devenu rouge. Quelques personnes se sont agitées mal à l'aise. Lauren, ai-je continué, les yeux de ma sœur s'écarquillant. Te souviens-tu quand tu as dit à l'infirmière des soins palliatifs de maman que j'étais trop émotive pour prendre des décisions médicales? Tu m'as fait retirer de son équipe de soins dans ces dernières semaines. J'ai à peine pu lui dire au revoir. Lauren a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai regardé de nouveau mon père. Tu leur as appris que la cruauté est acceptable tant qu'elle est polie, que l'exclusion est acceptable si tu l'habilles avec des invitations formelles et des cartes de placement. Mais j'en ai fini d'être ta leçon sur ce qui arrive aux enfants Harper qui ne performent pas correctement. J'ai pris mon sac, aide papa, puisque tu es si préoccupé par les contributions et les legs. J'ai documenté tout, chaque rejet, chaque exclusion, chaque fois que tu as dit à maman de ne pas encourager ma folie. J'écris un mémoire. Le visage de mon père a enfin changé. La peur y a clignoté. Ce n'est pas pour la vengeance, ai-je dit calmement. C'est pour la vérité sur ce qui arrive aux enfants élevés par des parents qui traitent l'amour comme une évaluation de performance. Mon éditeur pense que cela résonnera avec beaucoup de gens. J'ai regardé Lauren et Bryce. Vous y serez tous les deux. Chaque crédit volé, chaque commentaire cruel, chaque fois que vous êtes restés silencieux pendant qu'ils me démolissaient, je ne change pas vos noms. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les bougies vaciller. Tu voulais que je parte. Ai-je dit à mon père, considère-le permanent. Mais contrairement à toi, je ne le fais pas en silence. Je le fais publiquement avec des preuves. Je suis allée vers la porte avec Jonah à côté de moi, sa main trouvant la mienne de nouveau. Au seuil, la voix de mon père a claqué. Si tu écris ce livre, tu es coupé définitivement de tout. Je ne me suis pas retournée. Ton argent n'a jamais été ce dont j'avais besoin. Ton amour l'était, et il a expiré il y a longtemps. La porte s'est fermée derrière nous avec un clic doux. Dehors, l'air de la nuit semblait impossiblement propre. Dans la voiture, j'ai commencé à trembler, non de peur, mais de l'adrénaline de finalement, enfin dire la vérité après 34 ans à la vallée. Ça va? A demandé Jonah doucement. Je pense que oui. Ai-je dit? Puis j'ai ri. Un vrai rire sincère. J'écris ce livre. Je le fais vraiment? Il a serré ma main. Je sais, je l'ai vu dans tes yeux au moment où tu as décidé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 textos. Bryce disait, c'était inutile. Lauren disait, tu as toujours tout ramené à toi. Divers parents avec des messages de trollage concernés sur l'unité familiale et le pardon. Je les ai tous bloqués, mais il y avait un message qui comptait de mon éditrice au travail. Café Lundi, veux entendre ton pitch pour ce mémoire que tu as mentionné. Je lui avais envoyé un mémo vocal à 2 heures du matin, incapable de dormir. Les mots se déversant après des années de silence. Maintenant, c'était réel. Je ne partais pas juste, je parlais. Pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui avaient jamais été faits pour se sentir comme s'ils étaient le problème, quand en réalité, ils étaient entourés des mauvaises personnes. Le livre a pris 8 mois à écrire. J'y ai versé tout. Les petites cruautés, le gaslighting déguisé en préoccupation, la façon dont l'exclusion devenait normale quand tout le monde participait au silence. J'ai changé certains détails pour protéger la vie privée. Mais la vérité émotionnelle restait crue et sans concession. Mon éditeur l'a programmé pour une sortie en automne. L'équipe marketing l'a appelé nécessaire et courageux. Je l'ai appelé survie. 3 semaines avant la publication, l'avocat de mon père a envoyé une lettre de mise en demeure. Je l'ai envoyée à mon propre avocat qui a ri et a dit « La vérité est une défense absolue. Ils n'ont rien. » La mise en demeure a été discrètement abandonnée 2 semaines plus tard. Le livre a été lancé un mardi en octobre. Vendredi, il avait atteint 3 listes de best-sellers, non parce qu'il était scandaleux, parce qu'il était honnête. Des milliers de personnes ont laissé des critiques disant « C'est ma famille aussi. Je pensais que j'étais le seul. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas. » Mon père ne m'a jamais contacté directement, mais Lauren a envoyé un email 6 semaines après la publication. « Tu nous as tous embarrassés. J'espère que tu es heureuse. » J'ai répondu « Je ne suis pas heureuse, mais je suis libre. » Il y a une différence.
Elle est restée dans sa position chirurgicale, mais j'ai entendu par un collègue que sa candidature pour un poste de chef de département avait été discrètement retirée. Bryce n'a rien envoyé, mais par des connexions mutuelles. J'ai entendu qu'on lui avait demandé de se retirer d'un poste au conseil après que quelqu'un lui ait forwarding des passages de mon livre lors d'une réunion. Apparemment, comparer sa réputation professionnelle à mon travail documenté réel le faisait paraître moins impressionnant. Les choses dont il avait pris le crédit avait soudain mes empreintes partout, par ces mêmes connexions. J'ai appris que mon père avait démissionné de 2 conseils d'administration à but non lucratif, discrètement sans explication. Le réseau des murmures avait lu mon livre. Le karma n'est pas la vengeance, c'est juste la vérité qui rattrape. Un an après ce dîner, je me tenais dans la nursery de notre nouvelle maison, en dehors de Seattle, berçante ma fille tandis que la pluie printanière tapotait contre la fenêtre. Son nom est Iris June Harper. Iris pour la résilience, la fleur qui repousse chaque année peu importe ce qui essaie de la tuer. June pour les nouveaux débuts. Elle avait 6 semaines et avait déjà le regard fixe de Jonah et une prise qui ne lâchait pas une fois qu'elle avait attrapé quelque chose. J'avais découvert que j'étais enceinte 3 mois après ce dîner, pendant la période la plus intense d'écriture. D'une certaine façon, créer une nouvelle vie tout en documentant d'anciennes blessures semblait juste. Tout le monde est là, a dit Jonah depuis la porte. Tennant montait. Notre salon était plein de familles choisies, les parents de Jonah, mes collègues, des amis qui s'étaient présentés sans condition. Des guirlandes lumineuses brillaient chaudement contre les murs. Un gâteau disait « Bienvenue, Iris ». Pas de discours sur les réalisations, juste des gens qui aimaient sans exiger de performance. Plustard. Après que tout le monde soit parti, j'ai trouvé une lettre près de la porte. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture, celle de mon père. Je l'ai tenue un long moment, puis l'ai placée non ouverte dans un tiroir. Pas par amertume. J'avais déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire en imprimé pour que le monde le lise. Je n'avais plus besoin de ces mots. Ils ne me façonnaient plus. Cette nuit-là, je me suis assise près du berceau d'Iris. Regardant sa petite poitrine monter et descendre, j'ai pensé à la femme que j'étais autrefois, celle qui mendiait la permission d'exister, qui se rapetissait, essayant de s'intégrer dans des espaces qui n'étaient jamais destinés pour elle. Je me suis penchée près et ai murmuré les mots que j'aurais souhaité que quelqu'un me dise enfant. Tu es déjà assez. Tu n'as pas à gagner mon amour. Il est à toi complètement, inconditionnellement, pour toujours. En le disant à elle, j'ai réalisé que je le disais enfin à moi-même aussi, à la petite fille qui aimait les histoires quand elle était censée aimer le droit, à la jeune femme qui est sortie de cette salle à manger et a trouvé sa voie de l'autre côté, à l'auteur qui a transformé sa douleur en but, et à chaque fille qui s'est jamais demandé si elle était le problème. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de gagner leur approbation, c'est d'arrêter d'en avoir besoin. Les gens qui comptent vous verront sans que vous ayez à vous prouver, et ceux qui ne le font pas, ils sont juste des personnages dans votre histoire d'origine. L'obstacle qui vous a appris à quel point vous étiez vraiment forte, je ne parle plus à mon père, je n'en ai pas besoin. Mais des milliers d'étrangers m'écrivent maintenant en disant que mes mots leur ont donné la permission de quitter des familles toxiques. Posez des limites. Arrêtez de performer pour des gens qui n'apprécieraient jamais le spectacle. Ce n'est pas la vengeance, c'est la justice, et il s'avère que la meilleure vengeance n'est pas de les faire regretter, c'est de les rendre insignifiants pendant que vous construisez quelque chose de beau qu'ils ne peuvent pas toucher. Avant que vous partiez, voici un petit bonus rapide pour avoir tenu bon. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai un accord exclusif avec Audible. Votre premier mois est complètement gratuit. C'est l'accès à plus de 500 000 titres. Zéro coût pour vous. Tous les détails attendent dans la description. Ne manquez pas celui-ci. Advancements. I've been held back from my advancements, but no longer. I'm gonna start trading the shit out of these villages, and then I'm gonna get diamonds because apparently you can do that. Hoping I'll figure that out as I go. I'm gonna get fully kitted up. Oh, my armadillos hate me. I think I saw an unemployed idiot. Hello.
I bring gifts of employment. Why are you up this nasty hill? Don't you run from me. Come! No. He's gonna have money for goods and services. Are you... I need to put it... Maybe I need to put it in a house. Fuck it. Apparently I'm in the slave business then. What? The green ones won't take... Good morning, Cam. Hello. Welcome. Cam, we've had some setbacks. We've had some not good times. But we're just plowing through. What about him? What if I take away his... Wahoo! This is not the good trade, is it? Okay, get out the way. This is not the good trade. Out the way. No, come back. Don't listen to Sanguine. Greed is good. Stick's foot, yes. Yes, I knew you would see things my way. Oh, shit. Too poor. I can fix my paw. Don't worry. No! They're all going to be under my thumb. I'm a good boss, actually, yeah. We're all just a happy family here. We're just a family business where everyone gets along like family. You wouldn't disappoint your mama and papa by wanting rights, would you? Mama and papa look after you, because we're family. Mama and papa love you. Alright, bitch. He loves it. He agrees. Okay. Fantastic. I'm too poor again. I'll come back. If you can't beat him, you freaking well join him, Sanguine. Just you wait. I'll be having my wedding at freaking Venice. I don't know much more about Bezos other than he had a wedding at Venice. He cheated on his wife. Could be cheating on my wife. With a lady I'm gonna get married to in Venice. Hello, chicken. Hello, I bring goods.